Bon après-midi, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision. Nous sommes le jeudi 10 octobre 2024. Nous commençons ce journal par une très bonne nouvelle pour les très petites et moyennes entreprises qui bénéficieront désormais du soutien du gouvernement camerounais pour une durée de 3 ans. L'initiative a été lancée hier, mercredi 9 octobre 2024, dans la ville de Douala, dans les services du gouverneur de la région du littoral. Des précisions avec Hermine Dolo. Je suis vraiment heureux d'être ici pour ce lancement de la mobilisation des acteurs et des partenaires de ce programme. Le gouvernement camerounais, en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement, a lancé l'opération de soutien du secteur privé camerounais. Parti pour une durée de 3 ans, ce projet permettra aux très petites et moyennes entreprises de se remettre de la crise sanitaire de la Covid-19 qui a affecté grandement leur économie. On s'est rendu compte sur la base des enquêtes qui ont été menées par le ministère de l'économie en 2020 que les entreprises, notamment les très petites et les petites entreprises, ont été durement impactées par cette crise. Et une des réponses du gouvernement était d'apporter une solution. Et le projet OSPPCAM est une des solutions pour renforcer la résilience des entreprises, des très petites et petites entreprises, d'améliorer leur compétitivité et de booster davantage leur productivité. Une réponse gouvernementale qui favorise la relance économique de ces petites et moyennes entreprises et la transformation structurelle de l'économie camerounaise. Cofinancée par le gouvernement camerounais, par la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, qui apporte près de 19 millions de dollars, et le programme des Nations Unies pour le développement. C'est un projet qui a été négocié en 2021. Si les ressources ont été disponibilisées à partir de fin 2022, début 2023, c'est un projet qui offre des crédits à taux bonifié qui n'excèdent pas 6% à travers un certain nombre de banques qui ont été sélectionnées. Mais c'est aussi un projet qui offre des subventions aux entreprises innovantes. Les bénéficiaires du projet étant des très petites et moyennes entreprises ainsi que les start-up, on les retrouve dans les secteurs tels que l'agroalimentaire, l'élevage et l'agriculture. Ces derniers qui bénéficieront notamment d'un accompagnement financier. Nous sommes déjà une entreprise agricole, c'est la Sopalto. Et aujourd'hui, nous avons participé à cette cérémonie de lancement de ce grand partenariat. La réalisation, c'est qu'on soit effectivement accompagné. Par exemple, la Sopalto, nous avons pratiquement 200 hectares de palmeraie, nous exploitons pratiquement sur 20 hectares, mais on a un problème aujourd'hui qui est le tracteur. Le tracteur, c'est l'élément moteur, celui qui permet de sortir les noix du champ afin de les transformer et obtenir de l'huile de palme. Donc si aujourd'hui, on peut nous accompagner, ne serait-ce qu'à avoir le tracteur, vous voyez que ce sera un très gros coup de pouce pour nous. Une initiative à grande portée qui, on l'espère, permettra à ces petites et moyennes entreprises de se relancer dans la course de la compétitivité et d'une meilleure relance économique. Après cette information, nous parlons à présent de la lutte contre l'insécurité grandissante au Cameroun de manière générale et particulièrement dans la ville de Douala. En effet, le prophète du Vouri, Siliak Marie Vango, a annoncé hier, mercredi 9 octobre 2024, par arrêté préfectoral la création des postes fixes de contrôle mixte police et gendarmerie dans certaines zones dites à risque de la capitale économique Douala. Écoutons. Désormais, des postes fixes de contrôle mixte sont créés dans les principaux foyers criminogènes et autres lieux de distraction et de concentration humaine sur l'ensemble du territoire du département du Vouri. Tel est l'arrêté du préfet du département du Vouri, officier de l'Ordre national de valeur, Siliak Marie Vango, dévoilé ce 9 octobre 2024 dans la ville de Douala. Mesures prises face à l'insécurité grandissante à Douala et ses environs. Siliak Marie Vango a opté pour la création des postes fixes de contrôle dans les lieux de distraction et de concentration humaine considérés comme à risque
19 au total, de la capitale économique. Les 10 postes seront installés au marché des fleurs, à Shell, Newbel, à Texaco Aéroport, à Terminus Axelour, au Carrefour Yassa, à La Total Colbon, au Carrefour Ndokoti, au Carrefour PK14, au Carrefour Basson, à Kotor Immeuble, à Lundi, au Carrefour Maéture, à l'Axelour Bipanda, au rond-point Deido, au rond-point Bonasama, à Kwassa Kwassa, au rond-point Ndoborai et au Carrefour Musique. Selon le préfet Duvoury, ces postes fixes de contrôle seront chargés d'identifier et de filtrer les personnes, de fouiller systématiquement les véhicules suspects, de lutter contre le carburant frélaté et la contrebande et de combattre la circulation de substances psychotropes et hallucinogènes. L'autorité administrative rappelle que toute personne qui essayerait de se soustraire au dit contrôle sera interpellée et verra son engin roulant saisi et conduit en fourrière sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la réglementation en vigueur. Quant au gouverneur de la région de l'Est du Cameroun, il vient officiellement de lancer dans sa région de commandement la campagne My Name pour l'enregistrement de chaque enfant à l'état civil. Ceci au cours d'un atelier de 2 jours dans la ville de Bertois en présence du chef bureau UNICEF Cameroun et de notre reporter Jean-Tidjin Dokman qui nous livre ce compte rendu. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en partenariat avec le Bureau national de l'État civil BUNEC et le MINDEVEL à travers les communes et villes unies du Cameroun, CVUC, lance la campagne My Name, mon nom, pour l'enregistrement des actes de naissance au Cameroun. La région de l'Est a officiellement lancé l'opération ce 9 octobre au parc Séméléco de Bertois, en présence de la chef du bureau UNICEF Cameroun. À travers un atelier de 2 jours, les responsables des organisations non gouvernementales, les maires, la société civile, ainsi que les districts de santé sont réunis afin de trouver des solutions sur l'enregistrement des enfants à leur naissance. Des enrichissements tardifs, donc comme vous l'avez entendu le gouverneur dire, qui coûtent extrêmement cher. Donc c'est ça le but, c'est vraiment engager tous les maires et les maires de la région de l'Est se sont tous engagés dans cette campagne. Au Cameroun, environ 43,77% d'enfants sont seulement enregistrés dans les structures sanitaires. Et pour l'année 2023-2024, 30,4% d'enfants inscrits dans le primaire ne disposent pas d'acte de naissance. Ils sont en train de mener des actions, certaines très intéressantes que nous allons peut-être écouter au cours de cet atelier, mais c'est ensemble voir quels sont les défis et comment les résoudre pour pouvoir arriver à l'enregistrement universel de naissance. C'est ça le but. Le droit à une existence légale est le premier droit de tout être humain et est concrètement incarné par l'acte de naissance qui permet une meilleure compréhension et une plus grande précision des données démographiques. Et nous parlons d'un autre atelier, cette fois-ci celui de concertation sur la problématique de la réforme foncière au Cameroun qui s'est récemment tenue dans la ville de Yaoundé. L'objectif était de trouver des solutions propices pour faire face à de nombreuses situations dans ce domaine au Cameroun. Des détails avec Jean-Paul Kébin et Romuald Ngatia. Il est désormais plus qu'important que l'on songe fondamentalement à l'échelle du Cameroun à une gouvernance foncière prenant en compte la diversité et la complexité sociale, d'où la réforme foncière. Une concertation à Yaoundé autour de la table, les parlementaires et les parties prenantes pour réfléchir et s'approfondir sur la problématique. On a de l'argent parce qu'on a une puissance publique qu'on exerce, on peut aller acheter tout un village sans se soucier du lendemain de ce village-là. Et c'est un problème. La deuxième réalité est que quand vous lisez l'ordonnance de 72, vous ne voyez pas de dispositions véritablement efficaces pour sécuriser le titre foncier qui est l'instrument qui garantisse la propriété foncière. Et c'est pour cela que vous assistez ces derniers temps à des titres qui sont octroyés, qui sont annulés par-ci, par-là, créant des mécontentements, et des titres qui sont également délivrés sur d'autres titres. Et il y a donc un véritable désordre dans le domaine. Et tous ces désordres-là
ont des conséquences multidimensionnelles. Le réseau parlementaire des assurances, banques et monnaies, dans l'optique de proposer une plateforme fiable et référentielle pour un code foncier applicable, de remédier dans un certain cas aux problèmes que rencontrent les Camerounais, d'où cette implication. Pour légiférer, il faut dire que nous sommes en train d'aller ici, parce que ce ordonnance, et vous savez qu'une ordonnance, c'est une ordonnance de 72, une personne dont il n'y a pas de règle par mois d'ordonnance, est arrivé à l'Assemblée, et jusqu'aujourd'hui, c'est ça même qui est la base sur laquelle estimons que ce n'est pas logique. Des meilleurs résultats attendus au terme de cette rencontre pour davantage limiter l'obtention abusive des terres et une réglementation propice liée au foncier dans notre pays. Le Fonds des Nations Unies aux côtés des femmes et des jeunes filles victimes des inondations dans la région de l'extrême nord du Cameroun vient de mettre à leur disposition de nombreux présents pour assurer leur bien-être pendant cette période difficile. Inès Mingue, Sidi Cherif. L'accès aux services sociaux de base comme la santé et la nutrition reste fortement menacé dans les zones affectées par les inondations dans l'extrême nord. Les femmes et filles sont celles qui en font le plus les frais. Pour leur apporter de l'aide, le partenaire au développement du Cameroun multiplie les actions. Vous savez, UNFPA, c'est l'agence des Nations Unies qui assure le droit à la santé sexuelle et reproductive et aussi la lutte contre les violences basées sur le genre. Et les situations de crise, que ce soit la crise sécuritaire ou les catastrophes naturelles comme les inondations, sont des occasions durant lesquelles les violences sont accrues. Les services sociaux de base, tels que les services de santé, les services de l'action sociale, ne sont plus accessibles. Et donc, avec cette aide, UNFPA désire vraiment apporter un soutien vital à ces centaines de femmes et de filles qui sont affectées par ces inondations, qui ont tout perdu, qui se retrouvent seules avec ces 1260 kits qui comprennent les kits de dignité, les kits de gestion de la santé menstruelle et porter ne serait-ce qu'un sourire au visage de ces femmes et de ces filles qui souffrent de ces inondations et qui n'ont pas où aller. Un appui de plus qui va sans doute renforcer les efforts déjà consentis par le gouvernement engagé dans la prise en charge des sinistrés. C'est ça que certains partenaires se sont mobilisés, à l'instar de l'UNFPA. Voilà, et également certains opérateurs économiques de la place, comme l'opération Madaka Fils, qui fait dans les eaux hygiéniques, qui ont apporté leur contribution à ces populations. Et qu'on vient de souligner que 24 communes ont été touchées dans la région de l'extrême nord. Donc nous nous mobilisons. Les appuis du chef de l'État arrivent encore en quantité. Et en plus de ce que les partenaires au développement et les populations ont bien voulu mettre à distribution pour aller vers toutes ces communes qui ont été touchées. Le Logon et Chari, qui jusqu'alors n'a pas encore pu bénéficier, le Diamaré, le Mayokani et les autres. Nous profitons donc de l'occasion pour dire merci à nos partenaires. En attendant le retour à une vie normale, les populations des 24 communes affectées par des inondations dans l'extrême nord bénéficient du réconfort non seulement du gouvernement, mais aussi de plusieurs associations et partenaires au développement. Et dans la page dédiée au sport, dans ce journal, nous parlons des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Demain, il sera à 17h au stade Omnisport de Yaoundé lorsque les Lions indomptables du Cameroun affrontera l'équipe du Kenya dans le cadre de la 3e journée de cette compétition africaine. Jean-Paul Kébin. Après une longue et intense période de turbulence autour de la dernière des Lions indomptables qui se jouait entre le ministère des Sports et la FECAFOOT, a eu finalement une accalmie avec à la clé le réajustement du staff technique des Lions indomptables du Cameroun. Les Lions convoqués sont au complet
tous en cage et préparent cette double confrontation dans la sérénité. Les Harambee Stars du Kenya arrivent au Cameroun ce jeudi. C'est dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. L'objectif de l'équipe kenyane à Yaoundé demain vendredi ou autour de cette double confrontation est de conserver leur place de leader du groupe J, sauf qu'ils devront faire plier les Lions indomptables dans la mythique cuvette de Fandena. Avec la sérénité retrouvée dans la tanière, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers veulent montrer une autre image. À la veille de ce choc dans le groupe J, entre le Cameroun et le Kenya, la température monte progressivement. Le nouveau staff technique est très attendu. En effet, les Lions indomptables ont une journée moins intense ce jeudi. Tout à l'heure à 16h, entraînement officiel du Cameroun au stade Omnisport de Yaoundé, avec les 15 premières minutes ouvertes à la presse. À 16h30, conférence de presse du Kenya au stade Omnisport de Yaoundé. 17h, entraînement officiel du Kenya au stade Omnisport de Yaoundé, avec les 15 premières minutes ouvertes à la presse. Cameroun-Kenya, match aller demain vendredi 11 octobre 2024, début de la rencontre, 17h, heure du Cameroun. Avant de refermer ce journal, nous nous intéressons à l'actualité sur le continent africain. Nous nous rendons dans un premier temps en République démocratique du Congo. La RDC a obtenu un siège au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en recueillant 172 voix sur 190 votants. Ce succès diplomatique perçu comme une victoire pour les autorités de Kinshasa intervient alors que le pays est vivement critiqué pour la dégradation de la situation des droits humains. Le gouvernement congolais considère cette élection comme une opportunité pour améliorer la situation des droits humains dans un pays confronté depuis des années aux violences des groupes armés. Cependant, plusieurs organisations non gouvernementales, dont Human Rights Watch, pointent du doigt les arrestations arbitraires de militants et d'opposants, ainsi que des conditions carcérales désastreuses. En août 2023, le meurtre de 57 personnes à Goma, attribué aux forces de sécurité congolaises, a marqué un tournant inquiétant pour le pays. Les organisations non gouvernementales critiquent également la surpopulation carcérale et les violences signalées dans les prisons, notamment à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Et au Maroc, Rabat, désigné capitale mondiale du livre 2026 par l'UNESCO. Le choix de Rabat par le comité consultatif de l'organisation vise à saluer son engagement en faveur de la démocratisation du savoir. La ville a mis en place plusieurs initiatives pour promouvoir la lecture, l'accès à l'éducation et la culture, ce qui lui vaut cette reconnaissance internationale. Cette désignation met également en lumière les efforts de Rabat pour renforcer les infrastructures culturelles. La capitale marocaine, Rabat, abrite 54 maisons d'édition et organise l'un des salons internationaux du livre et de l'édition les plus importants d'Afrique. De plus, elle voit un nombre croissant de librairies s'implanter, renforçant son rôle de centre culturel et littéraire. Rabat est la 25e ville à porter ce titre depuis 2001. L'année de célébration débutera le 23 avril 2026 à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Et voilà qui referme ce journal pour le compte de cet après-midi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure, pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien et bye bye.